Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire de la Société française d'exobiologie. Donc, je suis Vassilissa Vinogradov, je suis vice-présidente de la Société française d'exobiologie et aujourd'hui, c'est moi qui ai le plaisir d'introduire ce nouveau séminaire. Alors, j'ai compté, c'est notre 13e séminaire depuis qu'on a lancé les webinaires. Et donc, on a déjà traité de nombreux sujets que vous retrouvez sur notre page de la SFE. Et on s'est dit, la biologie, c'est génial, on en apprend tous les jours. On sait qu'il y a des micro-organismes qui vivent dans des environnements extrêmes sur la planète, mais partout, vraiment partout. Et donc, on s'est dit, mais est-ce que ça pourrait pas être intéressant de se poser la question à l'inverse? Est-ce qu'il y a des environnements où il n'y a pas de vie sur la planète Terre? Et donc, nous avons pensé à nos collègues, microbiologistes, hein, qui font donc ces études sur ces environnements extrêmes avec ces micro-organismes qui vivent là-dedans. Et donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir David Morera. Donc, David, il est directeur de recherche au CNRS. Donc, il travaille sur la diversité et l'évolution des micro-organismes dans les trois domaines du vivant. Et il essaye de reconstruire leur phylogénie et de comprendre l'évolution de leur génome. Donc, il travaille à Paris dans une équipe qui s'appelle Diversité, écologie et évolution des microbes. Et donc, il va nous présenter aujourd'hui cette question de est-ce qu'il y a de la vie partout à la surface de la Terre en parlant du cas de Dalol. David, je te laisse la parole. Je vais vous parler en effet aujourd'hui d'un cas, d'un écosystème très particulier sur Terre, c'est les dômes de Dalol. Mais avant ça, je vais commencer par vous faire un petit rappel sur la diversité des vivants, juste pour vous dire que tous les organismes vivants qu'on connaît aujourd'hui, on peut les classer dans trois grands groupes qu'on appelle les domaines. On a les eucaryotes, nous sommes des eucaryotes, là, ici, dans les métazoaires, parmi les animaux, et les bactéries et les archées. Depuis longtemps, les microbiologistes s'intéressent beaucoup à étudier la vie aux limites physico-chimiques de la vie par plusieurs raisons. D'abord, pour connaître quelles sont ces limites, et ça a des implications pour l'exobiologie. Quelles sont les limites de la vie connaître les limites de la vie peut nous permettre de savoir quelles sont les conditions d'habitabilité. Est-ce que on peut considérer une exoplanète habitable ou non? Peut-être on peut avoir déjà des pistes. Si nous connaissons ces conditions physico-chimiques, peut-être on peut imaginer s'il peut y avoir de la vie ou non par rapport à ce qu'on connaît sur la vie sur Terre. Aussi, la détection de la vie aux limites de la vie nous pose beaucoup de limites, des problèmes et des défis techniques pour la détecter. Des fois, c'est des endroits où il y a très peu de biomasse, très peu de cellules. Il peut être très difficile de les détecter. Et il peut y avoir aussi beaucoup de facteurs qui vont nous poser des problèmes. La contamination, aussi toutes les limites de détection. Une fois qu'on a détecté cette vie extrémophile, une chose qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est de connaître quelles ont été les adaptations de cette vie qui lui permet de vivre aux limites de la vie. Et aussi, des fois, dans ces écosystèmes extrémophiles, on a détecté de nouvelles lignées dans l'arbre du vivant qui se placent à des endroits très intéressants dans l'arbre du vivant et qui nous permettent d'améliorer la reconstruction de l'arbre du vivant. Donc, qu'est-ce qu'on connaît sur les extrémophiles? Je vous ai dit, depuis longtemps, on s'intéresse à les étudier et on connaît aujourd'hui, par exemple, beaucoup d'hyperthermophiles, des bactéries d'archées qui peuvent tolérer des températures très élevées. Donc, le record qu'on connaît aujourd'hui, c'est Methanopilus, qui peut vivre à 116 degrés. Il y a aussi des papiers qui ont publié la possibilité qu'il puisse supporter même des températures de 120 degrés. Donc, il pourrait survivre en autoclave, par exemple.
On connaît aussi des salophiles, c'est des micro-organismes qui ont besoin de concentrations de sel très élevées pour pouvoir vivre, comme cet archéa, le quadratum, qui a cette morphologie très particulière. On a aussi des acidophiles qui peuvent vivre à des pH très acides, donc par exemple encore une archée, Picrophilus, qui peut vivre à pH près de zéro. Et on a, dans l'extrême opposé, on a des alcaliphiles, c'est des micro-organismes qui ont besoin de pH très alcalins pour se développer, dont par exemple encore une archée, Natronomonas, qui vit des pH, un pH de 11. Donc, vous vous êtes rendu compte, la plupart des records, ils sont tenus par des archées. Et en effet, quand on s'intéresse aux extrémophiles, on tombe tout le temps sur des archées. Ce sont les archées qui sont adaptés à la plupart des conditions physico-chimiques extrêmes. On connaît beaucoup moins bien les polyextrêmes, les polyextrémophiles. Donc, on connaît très bien des organismes qui se sont adaptés à la forte salinité, à la température très haute, au pH très acide ou très alcalin, mais on connaît beaucoup moins bien les micro-organismes qui se sont adaptés à des combinaisons de ces paramètres. Et une partie de une raison pour cela, c'est que tout simplement, sur Terre, certaines de ces combinaisons de paramètres physico-chimiques sont très rares. Donc, du coup, on a très peu de possibilités pour pouvoir étudier des éventuels écosystèmes qui se développeraient sous ce type de combinaison de paramètres physico-chimiques. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un endroit où on a certaines combinaisons assez particulières de ces paramètres extrêmes. C'est la dépression des Danakil en Éthiopie. Donc, on se place ici, en Éthiopie, au nord de l'Éthiopie. Et on est sur la ride est africaine. Donc, c'est un endroit avec une énorme activité tectonique et volcanique, du fait qu'il y a des plaques continentales qui sont en train de se séparer. Donc, on est ici à la naissance de ce qui sera dans l'avenir un futur océan. Donc, il y a toute cette plaque qui est en train de se séparer de l'Afrique. Donc, il y a énormément d'activités volcaniques et à un certain moment, la mer a envahi cette région, et la dépression d'Idanakil, et ça a été après refermé par l'activité volcanique. Du coup, il y a eu des grandes masses d'eau des mers qui se sont trouvées isolées, qui se sont évaporées. Et ça, à la fin, comme résultat, on a les dépôts d'une énorme masse de sel qui peut faire à certains endroits de la dépression d'Idanakil plus de 2 km d'épaisseur. Et ça se combine avec, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, une grande activité volcanique. Donc ici, vous avez une coupe de la dépression d'Idanakil dans ce sens-là. Donc on a des montagnes de deux côtés et on a la dépression qui se place à moins 155 mètres sous le niveau de la mer. Et si on coupe dans le sens nord-sud, on a toute une chaîne de volcans. Et dans cet alignement de volcans, on a ici les dômes de Dalol. Dalol, c'est une petite colline qui fait entre 2 et 3 km de diamètre, pas très haute, elle fait environ une centaine de mètres d'auteur. Et vous la voyez ici, en plein milieu de la plaine de sel, de la grande plaine de sel d'Idanakil. Les dômes de Dalol, poussés par l'activité magmatique en dessous. Donc, il y a une poche de magma qu'à un certain moment dans l'histoire de la dépression d'Idanakil a émergé et qui s'est placé très près de la surface. Donc, on a toute cette masse de sel qui est en train d'être chauffée par la présence de cette poche de magma. Et il y a aussi la circulation d'eau, de l'eau qui descend des montagnes, l'eau des pluies qui descend des montagnes, des deux côtés de la dépression d'Idanakil, qui s'infiltre, qui est chauffée par les magmas et qui va aller vers la surface chargée en sel, en minéraux, en métaux
beaucoup de composés chimiques. Et c'est ça qui a fait pousser cette dôme de Dalol, qui est en réalité, c'est un protovolcan. On ne sait pas combien de temps, ça deviendra un volcan. Aujourd'hui, on a une structure qui ressemble beaucoup à un volcan avec un cratère, mais qui est complètement constituée de sels, différents types de sels. Donc, cette eau chargée en sel se dépose en faisant des structures très, très belles. Donc, vous voyez ici, les images qui sont les mieux connues d'Alol, c'est ces piscines, cette mare avec des couleurs assez incroyables. Donc, on a des couleurs vertes fluo, dues à la présence de beaucoup de fer en solution, de fer ferrique non oxydé, qui va petit à petit, il va s'oxyder et ça va prendre ces couleurs plus orangées, typiques du fer oxydé. Donc, sur les dômes de Dalol, on trouve beaucoup de ces cheminées hydrothermales de sel qui émettent de l'eau très chaude à 108 degrés. Et ça va aussi, l'eau, elle va petit à petit, elle va se refroidir. Donc, on a des gradients de température qui vont entre 30 et 108 degrés. On est tout le temps en saturation en sel, donc 36% en chlorure de sodium, et à des pH extrêmement acides, donc toujours à des pH négatifs qui vont descendre jusqu'à pH moins 1,5. Donc, de ce point de vue-là, c'est un endroit vraiment extraordinaire sur Terre en raison de ces pH qui sont extrêmement acides. Évidemment, c'est un endroit unique sur Terre et ça a attiré beaucoup, depuis longtemps, l'intérêt des miniers d'abord, surtout par la présence de potasse. Donc, il y a des énormes poches de potasse, c'est-à-dire des chlorures de potassium à Dalol. Donc, il y a eu d'abord les Italiens qui se sont installés au début du XXe siècle pour exploiter la potasse, et ensuite ils ont été remplacés par des Américains. Donc, il y a eu des mines de potasse tout le long du XXe siècle jusqu'aux années 50, 60, où cette mine ont été abandonnées. Il y a aussi évidemment les géologues qui sont allés travailler sur Dalol et plus en général sur la dépression du Danakil, du fait qu'on est sur les rifts. Donc on est aussi un endroit assez unique sur Terre où on a des plaques continentales qui sont en train de se séparer, mais on est en surface, on est sur la surface de la Terre, on n'est pas dans les profondeurs des océans, où c'est l'endroit où les plaques sont en train de se séparer partout sur la planète, sauf à certains endroits, dont les Danakil et l'Islande, par exemple. Par contre, malgré cet intérêt appliqué, minier et scientifique de la part des géologues, Dalol n'a pas, pendant très longtemps, n'a pas été étudié par les biologistes. Donc, on connaît par contre depuis longtemps, je vous en ai un peu parlé, on connaît des micro-organismes adaptés à la très forte salinité. Les records d'adaptation sont tenus par des archées, 4 groupes différents d'archées, les salobactéries, nanolarchées, méthanonatronoarchées et les saloplasmatales. Mais on ne connaît pas des adaptations combinées aussi à des pH extrêmes ou à des températures extrêmes. Donc, à Dalol, on peut trouver ces combinaisons. On est toujours à saturation en chlorure de sodium, mais on a aussi d'autres sels qui sont présentes, comme des chlorures de magnésium, chlorure de potassium et un tas d'autres composés chimiques. On peut trouver aussi des solutions à très forte salinité avec une chimie très complexe, souvent avec la présence de sels très chaotropes, comme des sels avec des sels de fer, de lithium ou de calcium, toujours avec une très faible activité d'eau, c'est-à-dire même s'il y a de l'eau liquide, souvent elle est très peu disponible pour les micro-organismes parce qu'elle est retenue par les sels. Donc on a à certains endroits, la plupart de l'eau qui est présente, c'est de l'eau d'hydratation
autour des molécules des sels. Et du coup, même s'il y a de l'eau, elle est pas accessible facilement pour la vie, pour les micro-organismes. Donc, on connaît des limites pour la vie en termes de chaotropicité et d'activité d'eau. Et on s'est dit, ce serait intéressant de voir si on peut dépasser ces limites à Dalol. Donc, c'est pour ces raisons on a fait 3 campagnes d'échantillonnage à Dalol, aussi un peu plus au sud vers les lacs à Salé, qui est un lac salé, pour étudier ces limites physico-chimiques variées pour la vie. Donc, je vous ai dit, pendant longtemps, c'est un endroit qui n'a pas été étudié par les biologistes, les microbiologistes. Et il y a de bonnes raisons pour cela. C'est un endroit qui est extrêmement chaud. Il est extrême, pas seulement pour les micro-organismes, il est extrême aussi pour nous. Donc, on ne peut travailler qu'en hiver. Et malgré ça, pendant la journée, on a des températures qui dépassent tous les jours les 50 degrés. Et il n'y a pas d'ombre. Donc, il faut travailler au soleil toute la journée. À certains endroits, il y a l'émission de gaz très toxiques, donc il faut se protéger de ça. Et Dalol se place à côté de l'Érythrée. Il y a eu des tensions et la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée pendant très longtemps. Donc c'est un endroit qui peut être un peu dangereux, donc il faut être protégé par l'armée ou la police si on veut y aller. Donc nous sommes allés 3 fois et nous avons échantillonné. Nous avons travaillé à plusieurs endroits autour des Dalol. Donc, bien sûr, sur les dômes des Dalol, où l'on trouve ces piscines très colorées. On a aussi étudié les canyons des sels qui se trouvent à l'ouest des dômes, dans lesquels on trouve des fois des réservoirs d'eau souterraines. On a échantillonné aussi des petits lacs à l'ouest des Dalol, les Western Canyon Lakes, les lacs noirs, plus au sud, et les lacs jaunes. Donc, je vais vous montrer un peu les caractéristiques de ces sites. Donc, d'abord, les piscines acides d'Idom de Dalol. Donc, je vous ai dit, on est toujours à des pH négatifs. Donc, entre moins 0,2 et moins 1,5, à des températures qui vont entre 30 et 108 degrés. Des salinités entre 37 et 45%, c'est-à-dire toujours en saturation en chlorure de sodium, mais des fois, on rajoute, il peut y avoir la présence d'autres sels qui vont faire encore monter la salinité et on est à des activités d'eau entre 0,58 et 0,74 qui en principe sont, d'après ce qu'on connaît, sont permissifs pour la vie. Le lac Noir, c'est un petit lac au sud de Dalol, à un pH beaucoup plus élevé, pH de 3, 70 degrés de température, mais une salinité vraiment extrême, de plus de 70%. Donc ici, vous voyez une petite fiole d'eau du lac Noir. Une fois que l'eau elle s'est refroidie, vous voyez, il y a un dépôt de sel qui occupe presque tout le volume de l'échantillon. Et on est, bien sûr, avec cette concentration extrêmement en sel, on est à des activités d'eau extrêmement faibles. C'est le cas aussi pour les lacs jaunes, aussi avec une énorme quantité de sel en solution, un peu plus froid, entre 40 et 43 degrés Celsius, et avec aussi une très très faible activité d'eau. Après, on a des systèmes un peu moins extrêmes, comme les Western Canyon Lakes, avec des pH aux alentours des 5, 30 degrés en température, des salinités entre 30 et 40, et une activité d'eau qui est beaucoup plus élevée que dans les lacs noirs ou les lacs jaunes. Finalement, on a aussi je vous en ai parlé, on a les canyons des sels, et dans les canyons des sels, on trouve des fois des cavités avec de l'eau très salée, à un pH d'environ 6, et aussi avec des activités d'eau assez élevées. Et finalement, nous avons aussi étudié la plaine des sels. Donc, le Danakil, il est couvert par cette énorme plaine des sels, dans laquelle, des fois, on trouve des petites poches d'eau et qui peut être sous l'influence
de l'hydrothermalisme. Donc, ça, on le voit par la couleur un peu jaune due à la présence de soufre. Donc là, on est à un pH d'environ 4, des températures entre 30 et 50 degrés, salinité de 35% et une activité d'eau de 0,72, en principe permissif pour la vie. Donc, nous avons échantillonné ces systèmes. Donc, on a une gamme très variée de pH, de températures et toujours une très forte salinité, minimum 33%, mais on peut aller au-delà de 70%. Que vous voyez ici une collection de bouteilles d'eau de ces endroits et vous pouvez voir qu'on a des couleurs très, très variées, ce qui nous indique qu'on a des chimies aussi très diverses. Donc, on a analysé ces chimies, et à partir de nos échantillons, on a essayé de cultiver des micro-organismes. On a essayé aussi de prélever, de purifier des cellules en utilisant la cytométrie en flux, donc en passant les échantillons par un cytomètre qui va détecter ou non la présence des cellules. On a fait bien sûr la microscopie optique et électronique, et des analyses chimiques couplées à la microscopie électronique. Et finalement, on a aussi extrait l'ADN éventuel des cellules qui pourraient être présentes dans ces échantillons. Et à partir de cet ADN, on a amplifié l'ARN qui code pour l'ARN ribosomique CCS, et on a séquencé ces produits d'amplification. Donc, d'abord, comment ces échantillons se distribuent en fonction de la chimie et des paramètres physico-chimiques. Donc, en vert, vous voyez ici, c'est les échantillons d'allol, des piscines hyperacides d'allol. Donc, ils sont plutôt, d'un point de vue chimique, caractérisés par la présence d'une grande quantité de métaux. Les échantillons des canyons, de la plaine des sels, le Western Canyon Lakes, ils sont plutôt caractérisés par la présence de fortes concentrations en sodium, c'est-à-dire en chlorure de sodium, tandis que les échantillons du Yellow Lake et le Black Lake, les lacs jaunes et noirs, ils sont plutôt caractérisés par la présence de sels très abondantes, riches en calcium et magnésium. D'un point de vue physico-chimique, on a la salinité qui domine les lacs jaunes et les lacs noirs. Je vous rappelle, ils sont des concentrations en sel au-delà de 60%. L'activité d'eau très faible, l'activité d'eau, pardon, plus importante, c'est-à-dire moins de concentration en sel dans le reste d'échantillons, mais avec des pH hyperacides pour les échantillons d'idome de Dallol et des pH beaucoup moins acides pour le reste des échantillons. Aussi, les échantillons de Dallol, ils corrèlent évidemment très fortement avec la température, car ils sont à la naissance, tous les cheminées hydrothermales de Dallol, ils sont des températures au-delà des 100 degrés. Donc, pour faire court, on a appliqué toutes ces techniques dont je vous ai parlé, observation au microscope, extraction d'ADN, amplification par PCR des ARN ribosomiques, observation, oui, au microscope optique, électronique, cytométrie, etc. Et la conclusion, c'est qu'on n'observe aucune trace de vie dans les piscines de Dallol, les mares de Dallol, les lacs jaunes et les lacs noirs. Par contre, on a de la vie microbienne dans le reste des échantillons. Et c'est une vie microbienne qui est très, très largement dominée par les archées. Ça, ce n'était pas une surprise. On s'attendait à avoir beaucoup d'archées, car on savait que c'est le type d'organisme qui domine dans les environnements hypersalés. Mais ce qui était un peu plus surprenant, c'était dans les Western Canyon Lakes. On a entre 98 et 100% d'archées, d'après les données de séquençage d'ARN ribosomique. Donc, c'est des environnements qui sont vraiment très, très, très fortement dominés par les archées, en particulier des groupes d'archées, les saloarchées, les salobacteriota et les nanoalloarchées.
Dans les autres échantillons, c'est-à-dire les réservoirs dans les canyons des sels, la plaine des sels et les lacs à salé, on a aussi une présence plus ou moins importante, presque des fois jusqu'à 25-30% de différents types de bactéries. Ce qui n'était pas non plus une surprise, car on connaissait déjà l'existence de plusieurs groupes de bactéries aussi adaptés à la très haute, très forte salinité. Donc, si on s'intéresse plus de près à la diversité, à cette diversité d'archées, c'est pas seulement qu'elles dominent en termes en quantité, elles sont aussi extrêmement diverses. Ici, vous voyez, c'est un arbre phylogénétique de nos séquences, des séquences que nous avons trouvées dans ces systèmes et aussi si elles sont présentes ou non dans les différents échantillons, dans les différents écosystèmes, les lacs à salé, la plaine des sels, les réservoirs d'eau dans les grottes, dans les canyons des sels ou les Western Canyon Lakes. Donc, il y a certains groupes qui sont un peu partout et d'autres, par exemple ici ou ici, et d'autres qui sont plus spécifiques de certains environnements et absents. Par exemple ici, vous voyez des groupes qu'on ne trouve que dans un seul de ces écosystèmes. Donc, énorme diversité d'archéolophiles. Et ce qui était très intéressant d'un point de vue limite de la vie, c'était le fait que certaines de ces archées semblent être non seulement hyperhalophiles, mais aussi hyperthermophiles. Et ça, on l'a déduit à partir de leur séquence d'ARN ribosomique CSS, du fait on connaît très bien depuis très longtemps que la concentration en GC, en guanine et cytosine dans l'ARN ribosomique CSS est très fortement corrélée à la température optimale de croissance, surtout pour les températures à partir de 60 degrés. Donc ici, dans ces graphes, vous voyez cette ligne, cette droite de régression qui a été construite à partir des données obtenues à partir des espèces cultivées d'archées. Donc, vous voyez que pour les archées qui poussent à des températures très élevées, donc au-delà de 80 degrés, on a des concentrations en guanine cytosine dans l'ARN ribosomique qui sont très fortes, au-delà de 65%. Donc, on a placé nos séquences à nous dans ces graphes, et c'est les séquences qui sont indiquées en orange, c'est ce qu'on appelle des OTU, des Operational Taxonomic Units. Donc, il y a 6% de nos séquences qui se placent dans la partie du graphe qui correspond à une croissance optimale de plus de 80 degrés. Et si on descend un peu la température, on a 32% de nos séquences qui semblent correspondre à des organismes qui auraient une croissance optimale avec des températures de 65 degrés ou plus. Donc, on a des thermophiles, mais on a aussi des hyperthermophiles dans nos systèmes autour des daloles. Donc, ça nous permet de commencer à remplir cette case ici dans les diagrammes pour les organismes qui tolèrent la très forte salinité et aussi les températures très élevées. Donc, si j'y reviens sur ces graphes basés sur cette analyse en composante principale basée sur les caractéristiques physico-chimiques de nos échantillons, on voit que la vie, on a une limite ici pour la vie qui sépare ces échantillons des Western Canyon Lakes, lacs à salé, les réservoirs d'eau dans les canyons des sels et la plaine des sels, dans lesquels on trouve la vie, et tout le reste des échantillons dans lesquels on n'a pas de vie. Donc, notamment les dômes d'Idalol, toutes les piscines des dômes d'Idalol, mais aussi les lacs jaunes et les lacs noirs. Donc, à Dalol, on a quelque chose d'assez extraordinaire sur Terre, c'est
on a des endroits avec une présence permanente d'eau liquide, mais absence complète de vie, même de vie microbienne. Donc, beaucoup d'eau, beaucoup de molécules aussi qui peuvent être utiles à la vie comme des sources d'énergie. Donc, on a des métaux réduits, on a aussi de la matière organique, on a pu mesurer de la matière organique dans certains de nos échantillons. Donc, il y a tout ce qui est nécessaire pour que la vie puisse se développer, mais on n'a pas de vie. Et dans les cas concrets des daloles, de ces piscines de daloles, c'est très probablement dû à l'effet combiné de l'hypersalinité et des pH extrêmement hyperacides. Et aussi à une présence plus ou moins importante de sel caotropes. Et ça, c'est surtout le cas, plus qu'à Dalol, c'est le cas surtout dans les lacs jaunes et les lacs noirs qui ont des concentrations extrêmement fortes en sel caotrope et dans lesquels on ne trouve pas la vie non plus. Donc, on a des systèmes aquatiques dans lesquels il n'y a pas la vie. Donc, c'est des systèmes très intéressants d'un point de vue scientifique et aussi d'un point de vue de l'exobiologie, car on est face à des systèmes dans lesquels tout ce qui se passe est dominé par la géologie et par la chimie sans que la vie intervienne. C'est quelque chose d'assez extraordinaire sur Terre, à la surface de la Terre. Euh, donc, du coup, c'est un endroit qui peut nous intéresser aussi pour bien mesurer les défis auxquels on peut être confronté quand on s'intéresse à étudier ce type de système avec une très faible présence de vie ou même une absence totale de vie. Et une chose qui, par exemple, on a étudié à Dalol, c'est la contamination. Donc, je vous ai dit, Dalol, c'est un endroit un peu difficile d'accès, extrême aussi pour nous, très chaud, mais c'est aussi un endroit très touristique. Donc, tous les matins, pendant l'hiver, vous voyez très tôt les matins des voitures des touristes qui arrivent, donc pas mal de voitures de touristes qui arrivent. Quand il fait pas encore très chaud pendant la journée, donc ils vont monter sur les dômes, ils vont se promener un peu et ils vont redescendre. Et certains, ils vont même aller se baigner dans certaines de ces piscines. Donc, évidemment, tout ça laisse beaucoup de traces biologiques. Et, notamment, il n'y a pas de toilettes sur place, donc ça laisse aussi beaucoup de traces. Et il y a aussi la contamination naturelle, donc ça c'est amené par les vents. Tous les jours, à partir de midi, il y a les vents qui commencent à souffler et ça peut amener énormément de poussière. Donc, par exemple, vous voyez, vous pouvez comparer ces photos qui ont été prises dans ce même site sur les dômes de Dalol en janvier 2016. C'est ce qu'on appelle la formation chocolat. Bon, c'est facile à déduire pourquoi on l'appelle comme ça. Donc, qui était très propre en janvier 2016. Et quand on est revenu en janvier 2017, elle était complètement recouverte de poussière, parce qu'il y avait eu énormément de tempêtes de poussière qui avaient amené beaucoup, beaucoup de poussière sur la plaine de sel et aussi sur les dômes de Dalol. Donc, on s'est dit que ce serait intéressant d'étudier cette poussière et de savoir qu'est-ce qui peut venir sur les dômes de Dalol en termes de contamination amenée par le vent. Et c'est pour ça qu'on a fait une manip très simple. On a déposé des pièges à particules sur plusieurs sites sur les dômes de Dalol, des pièges comme celle-là. Et on a aussi filtré l'air hein, tout simplement, dans les campements avec un système à filtration. Donc, après, on a pris ces échantillons, on a extrait l'ADN et on a séquencé, on a amplifié et séquencé les gènes de l'ARN ribosomique C16 pour identifier les éventuels micro-organismes qui pouvaient être amenés par les vents. Et c'est ça qu'on a trouvé. D'abord, on a trouvé une biomasse très élevée juste après 5 jours d'exposition de ces filtres de ces pièges à particules sur les sites de Dalol. Ça,
Donc, on a pu extraire de l'ADN sans difficulté. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de micro-organismes qui étaient tombés sur nos pièges dans un délai de temps assez court. Après, on a séquencé leur ARN ribosomique C16 et ce qu'on a trouvé, c'est, vous pouvez le voir ici sur cette image. Donc, ça c'est l'air filtré sur les campements et ça c'est les particules qui sont tombées dans nos pièges à particules. Vous voyez que ces communautés, ces échantillons étaient très, très, très fortement dominés par les bactéries. Plus de 99% des séquences étaient des séquences de bactéries, de plusieurs groupes de bactéries, ce qui est complètement différent de ce qu'on trouve dans les autres échantillons que nous avions prélevés, de la plaine de sel, les lacs à salé, donc, qui sont dominés par les archées halophiles. Parmi les bactéries qu'on trouve dans ces échantillons du campement et du dôme de Dalol, on a beaucoup de bactéries marines. On a aussi beaucoup de bactéries qui sont typiquement en association avec les plantes ou les animaux. Donc, ce sont des bactéries qui ont été transportées par le vent et qui viennent soit de la mer Rouge, qui est à quelques dizaines de kilomètres, ou des montagnes autour de Dalol dans lesquelles il y a la végétation. À Dalol, évidemment, il n'y a pas de plantes, il n'y a rien qui pousse sur la plaine de sel, mais quand on va dans la montagne, il commence à avoir des plantes et des bactéries qui sont associées à ces plantes et que les vents transportent sur des distances de dizaines de kilomètres pour qu'elles finissent sur Dalol. Donc cette présence assez massive de bactéries dans l'air tout autour de Dalol nous pose un paradoxe. Donc, on a beaucoup de touristes qui montent tous les jours sur Dalol. On a aussi la poussière qui tombe sur Dalol, chargée en bactéries. Mais par contre, quand on essaye de trouver des cellules en utilisant des techniques moléculaires, de la cytométrie, la microscopie, ou de les cultiver, on ne trouve rien d'Alol au lac jaune ou au lac noir. Pourquoi? Donc, qu'est-ce qui se passe avec toutes ces bactéries qui sont en train de tomber tout le temps sur Dalol? Au bout d'un certain temps, on devrait trouver des énormes quantités de ces bactéries, mais on ne les trouve pas du tout, on ne trouve rien. Donc, on s'est dit, la seule explication plausible, c'est que ces cellules sont en train d'être détruites très rapidement. Et on a essayé de tester cette hypothèse. Donc, on a pris un échantillon dans de l'eau dans d'une des mares de Dalol, qui avait les caractéristiques typiques des mares qu'on trouve sur Dalol, donc très forte salinité et un pH extrêmement acide. Et on a pris des cellules de Escherichia coli, une bactérie, différentes quantités d'une culture de Escherichia coli, mais on a pris aussi des cellules d'une archée halophile, c'est-à-dire un archée qui est déjà adapté à la très forte salinité, aussi différentes quantités de cette archée halophile, et on a aussi pris des cellules des archées qui poussent sur la plaine de sel d'Idanakil. Donc on les a mélangés avec de l'eau hyper acide et hyper salée de Dalol et on a incubé pendant différents temps, 2 minutes, 5 minutes, 30 minutes. Et vous voyez que déjà au bout de 2 minutes, si on essaie d'extraire l'ADN de ces cellules, en comparant avec les contrôles, qui ne sont pas mélangés avec l'eau de Dalol, au bout de 2 minutes, on commence à voir qu'on a, on a beaucoup moins d'ADN qu'au début. Au bout de 5 minutes, il y a presque plus rien. Et au bout de 30 minutes, on est déjà au-dessus du seuil de détection de l'ADN. On peut avoir encore un petit peu dans un échantillon, mais c'est presque indétectable. Donc, ça veut dire que sur un temps très court, on a une dégradation de ces cellules très rapide et une disparition de l'ADN.
une autre manière de voir ça, ça a été par un PCR. Donc, on a pris, à nouveau, on a pris un échantillon de cellules de la plaine des selles et on a essayé d'amplifier l'ARN qui code pour l'ARN ribosomique CSS. Donc, ça, c'est le contrôle, les cellules de la plaine des selles, et on amplifie très bien leur ARN ribosomique CSS. Ensuite, on a pris ces cellules et on laisse ça mélanger avec de l'eau de Dalol pendant juste quelques secondes. On a extrait l'ADN et on a essayé d'amplifier l'ARN ribosomique CSS. On ne trouve rien. On a fait la même manip en mélangeant pendant quelques secondes avec l'eau de Dalol et en tamponnant tout de suite après avec un tampon qui va enlever l'acidité. Et pareil, on n'arrive à rien amplifier. Et même si on augmente la quantité de tampons, on n'a pas du tout d'amplification par PCR. Donc, à nouveau, ça veut dire que les cellules sont détruites et l'ADN, il est détruit juste avec quelques secondes d'exposition à l'eau de Dalol. Et je vous rappelle, c'est des cellules qui viennent de la plaine des selles, c'est-à-dire c'est des cellules qui sont adaptées à la très forte salinité, mais pas à des pH aussi acides. Et finalement, on a fait une manip très similaire, cette fois par microscopie. Donc, on a pris des cellules de la grotte dans les canyons des sels et des cellules dans des lacs à salé. Donc, à nouveau, des cellules qui sont adaptées à la très forte salinité. On a coloré ces cellules en colorant l'ADN avec un colorant spécifique pour l'ADN. Donc, vous voyez beaucoup de cellules dans ces échantillons, des cellules plus ou moins petites. Et on a fait la même chose. On a mélangé avec de l'eau de Dalol pendant quelques secondes. Et le résultat, c'est disparition totale des cellules. On ne voit plus de cellules du tout. Donc, à Dalol, on est sur un site qui n'est pas seulement dépourvu de vie, c'est un site dans lequel la vie est détruite extrêmement vite. Donc ça, à nouveau, on est sur un site assez unique sur Terre qui est gouverné complètement par la géologie et la géochimie, où la vie ne joue aucun rôle. Donc ça nous donne un modèle vraiment fantastique pour se poser une question. Est-ce qu'on trouve des fausses biosignatures sur ces sites dans lesquels on sait qu'il n'y a pas de vie? Donc, autour de Dalol, dans les sites moins extrêmes dans lesquels on a trouvé la vie, on trouve des cellules, on trouve des cellules d'archée notamment, qui sont très petites. Donc, vous voyez ici quelques images de ces cellules en microscopie électronique. Donc, la barre, elle fait un micron. Et vous voyez, la plupart des cellules, elles vont faire moins de entre 0,2, 0,3, 0,5 microns. Donc, c'est vraiment des très, très, très petites cellules. Des fois, on les voit mieux parce qu'elles font des samas, elles sont agrégées entre elles, et ça fait des petits paquets de cellules, comme ici, qu'on peut bien voir au microscope électronique. Donc, vous voyez, des fois, quand elles sont individualisées, elles sont un peu plus difficiles à voir, mais vous les voyez ici à côté des cristaux, des jolis cristaux de chlorure de sodium. Si on prend des échantillons sur les dômes d'Idalol, là où on n'a pas de cellules, étonnamment, on trouve des structures qui sont très similaires et qui ressemblent beaucoup, d'un point de vue morphologique, aux cellules qu'on trouve ailleurs. Donc, on ne peut pas juste se fier à la morphologie. On a vraiment des morphologies très similaires, des tailles très similaires, mais si on fait l'analyse chimique, on se rend compte qu'ici, on est en face à des structures qui sont composées par des minéraux. Donc, dans ces cas-là, ça vient d'une piscine, d'une piscine verte sur les dômes d'Idalol. On a des structures qui sont faites de silice et de soufre. Et ce sont des structures qu'on va appeler des biomorphes, parce qu'elles ressemblent à la vie, mais elles ne sont pas des structures vivantes. C'est des structures purement minérales. Et en effet, Dalol, c'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert de cristallisation
Partout, on est dominé par les chlorures de sodium, mais il est mélangé avec un tas d'autres minéraux, avec beaucoup de fer, beaucoup de soufre, mais aussi la présence d'un tas d'autres composés, de calcium, magnésium, etc. Et ça fait des structures très, très variées au niveau macroscopique. Donc, vous voyez ici quelques exemples des choses, de très belles structures macroscopiques, mais on a aussi une grande diversité au niveau microscopique et aussi à nanoéchelle. Donc, par exemple, des jarosites, des sphérules des jarosites, avec des compositions chimiques qui peuvent être plus ou moins variées. On a aussi d'autres minéraux qui vont faire bon, on a des sphérules, on a des minéraux qui vont faire des bâtonnets, des aiguilles. Donc, on a aussi une grande diversité au niveau microscopique. Et ça s'est traduit sur des structures très, très variées qui très souvent peuvent ressembler à des cellules. Donc, on a des choses qui, observées au microscope électronique, ressemblent très fortement à des cellules, mais à nouveau, quand on fait l'analyse chimique, on se rend compte que c'est des cristaux, ils sont purement minéraux. Donc ici, on a ces bâtonnets qui est fait des chlorures de magnésium, mais on a aussi beaucoup de structures en silicium mélangées avec des concentrations plus ou moins importantes de soufre et d'autres minéraux. On a aussi des structures faites en chlorure de calcium. Et pareil, à nouveau, c'est à chaque fois, si on les regarde au microscope électronique, ça la taille et la morphologie des cellules. Donc, ça, c'est un peu un message un peu général. Hein. Les biosignatures qui sont basées tout simplement sur la morphologie sont à prendre avec beaucoup, beaucoup de précautions parce qu'on peut être en face des structures purement minérales. Pire encore, on peut essayer d'analyser ces structures en utilisant des techniques un peu classiques de biologie moléculaire. Donc, par exemple, on peut essayer de voir s'il y a de l'ADN. Pour ça, on peut colorer avec des colorants qui sont supposés être spécifiques pour l'ADN. Et ici, vous voyez un échantillon qui vient d'Edalol, qui a été coloré avec un colorant pour l'ADN, et on voit des petits points de la taille d'une cellule qui se colorent. Mais là, il n'y a pas de cellules, c'est des minéraux qui sont aussi colorés de manière non spécifique par ces colorants d'ADN. On a aussi de l'autofluorescence qui pourrait aussi nous induire à imaginer qu'il y a par exemple des cellules photosynthétiques, mais non, à nouveau, c'est des minéraux qui sont autofluorescentes. Et même, on peut essayer de marquer ces échantillons avec des sondes qui sont censées reconnaître de manière spécifique l'ARN ribosomique. C'est des sondes qu'on utilise beaucoup par exemple, pour détecter la présence des micro-organismes dans des échantillons. Ici, c'est une sonde qu'on utilise pour détecter des archées et on voit des signaux positifs à certains endroits dans nos échantillons, mais à nouveau, il n'y a pas de cellules là-dedans. C'est tout le temps, dans ces cas, c'est une hybridation non spécifique de nos sondes ou une coloration non spécifique des, des minéraux par des colorants de l'ADN. Donc, à nouveau, maintenant, il faut se méfier de la morphologie, mais il faut se méfier aussi de l'imagerie basée sur la coloration de l'ADN ou les sondes d'hybridation. Il faut tout le temps utiliser des contrôles pour savoir si on est en train d'avoir un résultat qui est vraiment spécifique ou juste quelque chose de non spécifique. Et une question qu'on se pose et pour laquelle on n'a pas encore de réponse, mais c'est quelque chose qu'on voudrait étudier, c'est de savoir si ces biomorphes concentrent aussi la matière organique. Il y a à certains endroits des dalol beaucoup de matière organique qui est relâchée dans l'eau hydrothermale. Donc, ce serait intéressant de voir si ces biomorphes aussi concentrent la matière organique. Et je pense que ça va être probablement le cas. Donc,
à nouveau, une analyse juste de la présence des matières organiques sur des morphologies qui ressemblent à des cellules, il faudrait la prendre aussi avec beaucoup de précautions, parce que ça peut être quelque chose de complètement non biologique, un produit pur de la biologie et de la biochimie de ces systèmes. Donc, pour finir, je vais juste vous donner quelques idées, petit résumé de ce dont je viens de parler. Donc, Dalol nous montre de nouveaux limites physico-chimiques pour la présence de la vie sur Terre, en présence d'eau liquide, qui sont dues à la différentes combinaisons d'une très forte salinité avec un pH hyperacide, mais aussi avec la présence de sels très chaotropes. Donc ça nous pose de nouveaux limites pour, quand on considère l'habitabilité des différents systèmes géologiques ou planétaires. Mais aussi, Dalol nous offre un endroit très intéressant pour étudier les défis auxquels nous sommes confrontés quand on essaie de détecter la vie sur des systèmes aux limites de la vie et sur des systèmes dans lesquels la vie n'est pas abondante ou même complètement absente. Donc, on a les problèmes de contamination et on a les problèmes aussi de la présence des biomorphes d'origine géologique. Donc, il faut toujours avoir le bon contrôle pour savoir si on est en train de voir l'évidence de la présence de vie ou juste des problèmes de contamination ou de génération non biologique des biomorphes. Que l'hypothèse nulle quand on a ce type de système devrait être qu'il n'y a pas la vie. Donc, ce qu'il faut démontrer, c'est qu'elle est présente. Et aussi prendre toujours les résultats avec précaution et voir s'il n'y a pas d'autres explications qui pourraient rendre compte des observations qu'on fait. Donc, plus d'un point de vue plus biologique sur ce qu'on a trouvé, il n'y a pas de vie à Dalol, mais il y a de la vie très intéressante autour de Dalol dans les systèmes qui sont un peu moins extrêmes, surtout les systèmes qui ne sont pas hyperacides. Donc, on a une énorme diversité d'archées hyperhalophiles, dont probablement il y a beaucoup d'entre elles qui sont des hyperthermophiles. Donc, une chose maintenant à faire, c'est pour l'instant, on est resté sur des analyses plus moléculaires, mais une chose qui serait extrêmement intéressante, ce serait d'essayer de cultiver ces archées qui combinent un peu pour la première fois la capacité d'être adapté à des concentrations en saturation en chlorure de sodium, mais aussi à des très fortes températures au-delà de 80 degrés. Juste pour finir, je vais revenir sur cette image qui était vraiment très, très à la mode dans les années 90, quand on a commencé à réfléchir aux missions sur Mars. Donc, c'était la fameuse phrase Follow the water. Donc, il fallait aller là où il y avait de l'eau. Un peu avec l'idée, s'il y a de l'eau, il y a de la vie. Mais bon, Dalol nous montre que ce n'est pas forcément le cas. Donc, je pense que c'est une bonne idée d'aller là où il y a eu l'eau, sur Mars. Donc, c'est des endroits où, si jamais on trouve des traces d'une vie passée sur Mars, probablement on va les trouver à des endroits où il y a eu l'eau dans le passé. Mais on voit qu'il faut être très attentif au type de traces qu'on va chercher. Parce que, par exemple, juste la morphologie, juste des petits fossiles de cellules anciennes, peut-être ça suffit pas. Parce que peut-être ces petits fossiles n'ont pas une origine biologique, mais comme à Dalol, peut-être elles sont une origine abiotique. Donc il faudra évidemment combiner beaucoup de techniques pour être sûr que si jamais on trouve des traces de vie sur Mars, c'est des vraies traces de vie et pas des artefacts abiotiques. Et je vais finir en remerciant tous les gens qui ont été impliqués dans ces travaux sur Dalol. Notamment, il y a Jody Belila qui a fait sa thèse sur ces échantillons de Dalol. Aussi, les gens qui ont participé aux missions
à Dalol, Puri, Chema, Karim, qui nous a beaucoup aidé pour tout ce qui est, toutes les analyses à microscopie électronique, les gens de l'équipe qui ont participé aux missions ou aux analyses, et notamment tout l'ensemble de l'équipe et aussi des collaborateurs étrangers qui nous ont aussi aidés sur place en Éthiopie et aussi pour un certain nombre de nos analyses. Et je vais aussi vous remercier, vous, pour votre attention. Merci beaucoup. Waouh, super. Merci beaucoup, David. Moi, j'ai vraiment adoré, surtout toutes vos recherches, entre guillemets, à côté pour déjouer les contaminants, les biomorphes, etc. C'est vraiment passionnant et tu as tout à fait raison d'appuyer là-dessus parce que c'est vraiment un problème qui va se poser de plus en plus quand on veut aller chercher des biosignatures sur les autres planètes ou dans les autres environnements. Euh, alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, on a deux questions dans le chat. Est-ce que vous voulez les poser vous-même? Oui, éventuellement. Oui, éventuellement. Ah, eh ben, allez-y, Alain. Après, je poserai la question de Lucien, il n'a pas répondu. Euh, bon, ma question, elle est très simple, hein. Tu parles de contrôle pour vérifier que ce que l'on regarde, qui a donné un signe positif dans ce qu'on habituellement permet de penser qu'il y a un animal vivant, un microbe. Euh, Qu'est-ce qui sont ces contrôles? Que sont ces contrôles qui ils tiennent tous la route ou pas? Bon, c'est pas facile. Des fois, bon, par exemple, dans les cas de contamination, c'est clair qu'il faut, si jamais on travaille avec un échantillon de n'importe où, ça peut être un échantillon qui vient d'Alol ou un échantillon martien, peu importe, il faut, si on veut, dans notre cas, on voulait étudier la présence des micro-organismes, il fallait aussi étudier la présence des micro-organismes dans tous les matériels qu'on a utilisés pour l'échantillonnage, tous les matériels qu'on a utilisés aussi dans les labos. Et on a détecté, en effet, on voit par exemple dans tous les kits de biologie moléculaire qu'on utilise, qui sont censés être stériles, ils ne sont pas stériles, il y a toujours des traces d'ADN. Quand il y a beaucoup de biomasse, quand on a un échantillon avec beaucoup de biomasse, ça pose pas de problème, parce que la biomasse de l'échantillon, elle va dominer largement sur la biomasse, sur les traces de contaminants qu'il y a un peu partout. Mais quand on a des échantillons avec très faible biomasse ou pas de biomasse du tout, là, on voit ces traces. Et là, il faut savoir les connaître, les reconnaître. Et par exemple, c'est pour ça on a étudié la poussière. On a vu dans la poussière, on a beaucoup de bactéries qu'on ne trouve pas, donc qui viennent d'autres endroits. Et ça nous a permis d'identifier un certain nombre de contaminants. Mais quand on a des échantillons comme ça à très faible biomasse ou sans biomasse, il faut vraiment étudier tout. Il faut pas seulement étudier l'échantillon, il faut être sûr que dans nos kits, dans nos appareils, il n'y a pas de contaminants. Après, on a la partie biomorphe. Là, je suis pas biologue, mais là, je pense que c'est compliqué. Mais d'abord, il faut partout, et je pense que ça, les gens qui travaillent un peu avec les échantillons, euh, martiens ou autres, ils sont parfaitement conscients. Il faut pas se limiter à la morphologie. Il faut évidemment étudier la chimie. Mais même en étudiant la chimie, on peut avoir des problèmes. On sait que, par exemple, la silice, elle va remplacer, souvent, elle peut très bien remplacer des cellules. Elle va nous rendre des morphologies. Et ça, c'est sur les traces les plus anciennes de vie sur Terre. On a des remplacements de toutes les structures biologiques par de la silice. Donc, il faut commencer à travailler avec des isotopes. Il faut vraiment essayer d'avoir un maximum de sources de données et ne pas se restreindre à une seule source. Parce que là, peut-être on peut la falsifier sans trop de difficultés juste avec la biologie.
C'est plus la combinaison de beaucoup d'analyses qui, si elles convergent toutes vers une réponse positive, là, on peut être plus sûr. Mais bon, je pense que les traces les plus anciennes de vie sur Terre, les stromatolites anciens, Oui. ça nous donne déjà une bonne idée des difficultés qu'on a. Parce que là, on est sur Terre, on peut avoir des kilos de roches, vraiment, on peut avoir des quantités de roches énormes. On peut faire tout ce qu'on veut, des analyses en masse, des analyses très fines, et on a toujours des doutes sur Mm. l'origine biologique ou non de certains de ces stromatolites. Et ça, on est certain et on a tout ce qu'on veut pour les faire. Donc j'imagine que quand on sera face à des roches martiennes pour lesquelles on va avoir des quantités vraiment minuscules, il va falloir vraiment être très sûr de ce qu'on fait, parce que là, on aura beaucoup moins la possibilité d'appliquer toutes ces techniques. OK. C'est pour ça qu'on compte beaucoup sur le retour d'échantillons martiens. Oui, Parce qu'on oui, sait oui, c'est bien qu'on bon. est Oui. limité avec Mm. les instruments à bord des missions des rovers. Ouais. Oui, oui, maintenant on est à distance et du coup, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, mais même quand on aura les échantillons sur Terre, je compare toujours avec ce qui se passe avec les stromatolites anciens, les Oui, bien stromatolites de sûr. 3 à 4 milliards d'années. Mm. Il y en a un certain nombre pour lesquels on continue à se poser la question, est-ce qu'ils sont biologiques ou pas? Et Oui, là, on oui, a oui. vraiment des kilos de roches, c'est pas juste quelques milligrammes ou quelques grammes, on a des kilos, on a tout ce qu'on veut. Oui, c'est comme tu as dit, la chimie biotique et la minéralogie, elle est capable de faire déjà une Oui. tellement grande diversité de structures, de morphologie, de composition que... Mm. On a une question de Lucian Stekou dans le chat. Il demande si les protéines microbiennes sont dénaturées dans l'eau de Dalol ou est-ce qu'elles restent dans leur état natif? On ne sait pas, parce on n'a pas étudié les protéines. On a étudié de manière indirecte, on sait que les cellules elles disparaissent, mais on ne sait pas au niveau moléculaire. Donc on les voit disparaître sous le microscope, il n'y a plus de cellules. Mais après, on ne sait pas si ça va se désagréger. On a les protéines qui vont rester, les protéines lipides, etc., qui vont rester en solution, désagrégées, ça on ne sait pas. Et oui, c'est quelque chose qu'il faudrait analyser. On sait aussi que l'ADN, au moins, il est complètement détruit, parce qu'on ne peut plus les détecter, on ne peut plus faire des PCA, mais pour les protéines, on ne sait pas. Mais ce serait quelque chose à regarder. Oui. Mm. Oui, peut-être qu'il y a plein d'acides aminés, de lipides, comme tu dis, plein de petites briques qui vont se retrouver dans la solution. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, Oui, Laurent Boiteau. Bonjour Euh, Laurent. ouais. Est-ce que j'ai un peu un grésillement, je crois que mon son est trop fort. Est-ce que les conditions redox de l'eau dans le lac de Dalol sont plutôt oxydantes, plutôt réductrices, neutres, Mm. s'il y a des informations physico-chimiques? C'est très réduit. Quand ça sort aux sorties quand on est à la sortie des cheminées, euh, attendez, je vais te montrer une photo. Donc, on a ces cheminées qui sont en train de cracher l'eau très chaude. Elle est très réduite. Et l'effet, il est complètement réduit. C'est des conditions vraiment très réduites. Après, évidemment, ça rentre en contact avec l'atmosphère et ça va commencer à s'oxyder. Et quand on s'éloigne de la cheminée, on va vers ces états de plus en plus oxydés. Oui, en fait, oui, Au début, c'est vraiment très réduit. oui, ma question était idiote parce que c'est, oui, en fait, tu l'as déjà dit, on a un milieu qui est plutôt réducteur. Hmm. Je suis curieux aussi, tu as montré un moment des analyses en composantes principales sur la physico-chimie. Dans la source que tu cites, est-ce qu'on trouve à quoi correspondent les différents axes? Parce que là, j'étais un petit peu perdu. Attends. Que Bon, c'était, oui, c'est là le papier de Bellila et al. oui, Donne toutes les infos. oui. Donc, oui, D'accord, t'es à toute bon, on a fait une analyse basée sur la chimie et une autre basée sur d'accord, les quelques paramètres physico-chimiques, mais ça converge. Tous les deux groupent un peu les échantillons dans les mêmes groupes, ce qui n'est pas étonnant. Parce qu'ils d'ac- sont, d'un point de vue physico-chimique et chimique, ils sont très différents. d'accord. Bon, j'irai regarder le papier Hmm.
pour avoir plus Oui, oui, il y d'infos. a tous les tableaux avec toutes les données. Toutes les données. Merci beaucoup, c'était une conférence très intéressante. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Louis. Juste une petite question. Finalement, est-ce qu'il y a d'autres endroits, parce que là, tu parles d'un endroit très particulier, mais je ne sais pas si on pouvait prendre ou est-ce que vous envisagez d'aller regarder ailleurs et dans des endroits qui soient éventuellement complètement différents? Je sais pas, on dit par exemple que sous la glace du lac Vostok, il n'y aurait pas un seul micro-organisme, ce qui est assez controversé, je crois, mais bon, pourquoi pas. Donc, est-ce que vous envisagez d'étendre un peu ce genre d'études à d'autres environnements? On aimerait, mais c'est pas, il n'y a pas beaucoup de candidats en tout cas. Bon, il y a Vostok, où là, le problème à Vostok, c'est il faut forer la glace pour arriver dans l'eau, et là, c'est pas facile de faire ça en conditions stériles. Parce que bon, quand on fait les forages, on introduit, c'est inévitable, on introduit énormément de contamination. Et déjà, dans quelques des papiers qui ont été publiés sur Vostok, on peut suspecter que peut-être il y avait des problèmes de contamination. Hum, D'accord. Après, bon, il y a aussi des papiers qui disent que sur la mer morte, maintenant, comme ça continue à s'évaporer, les concentrations sont devenues tellement importantes qu'il n'y a plus la vie. C'est surtout le magnésium là qui est limitant. Mais pareil, il y a un peu de controverse, c'est pas très clair si c'est vrai ou non. Mais après, il n'y a pas beaucoup d'autres candidats. Il faut dire que quand on est allé sur Dalol, on allait plutôt avec un sédissant assez génial. Là, il y a une combinaison vraiment assez unique des paramètres. On va trouver beaucoup de nouvelles lignées de micro-organismes. Finalement, on n'a rien trouvé. Mais on ne s'attendait pas à ça. On allait avec l'idée qu'on allait trouver des choses. Oui. C'était justement lié à une des questions que je voulais poser. Les lignées des archées que vous avez trouvées, il n'y en a aucune qui... Enfin, pas eu de nouvelles qui soient vraiment spécifiques à Dalol? Bon, on a à Dalol, il y a rien. C'est vraiment autour de Dalol Oui, où oui, pardon, autour, oui. oui, autour on a trouvé des choses. Et Si tu reviens sur ton arbre oui, c'est phylogénétique. plus dans l'arbre phylogénétique. Oui. On a des groupes. Bon, on les voit, parce que c'est un peu illisible, parce qu'on a beaucoup de séquences ici, mais on a quelques groupes d'archéolophiles qu'on est trou- qu'on est trouvé. Pendant un certain temps, on ne les a pas trouvés par leurs séquences. Les seuls endroits où on trouvait des séquences similaires, c'était là. C'était ces endroits autour de Dalol. Donc, on avait un groupe au sein des Halobacteria. Ensuite, on l'a trouvé sur la Salt Lake à Utah. Donc, c'est bon, voilà, c'est un endroit qui ressemble un peu. Et il y avait pareil, il y avait un groupe aussi dans cette partie de l'arbre qu'on n'est trouvé que dans ces lacs autour de Dalol. Et récemment, on l'a trouvé aussi sur des lacs salés en Chine. Donc, bon, pour l'instant, il n'y a rien qui soit vraiment spécifique de ces endroits. Et c'est pas étonnant. Bon, ça, c'est aussi quelque chose qu'on dit beaucoup en écologie microbienne. Tout est partout et l'environnement sélectionne. On a vu déjà je vous ai montré un exemple, quand on prélève de l'air, l'air, il est chargé en micro-organismes. Il y a Mm. énormément de choses dans l'air. Euh, Finalement, l'idée qu'on a un peu en écologie microbienne, c'est que les micro-organismes, ils peuvent se déplacer un peu partout, dans l'air, dans l'eau. Et il suffit qu'il ait les bonnes conditions, qu'ils se retrouvent à nouveau dans les bonnes conditions, ils vont commencer à pousser à nouveau. C'est pour ça qu'on ne croit pas trop en microbiologie, on ne croit pas trop au endémisme, c'est-à-dire au fait qu'il y ait des espèces qui sont vraiment uniques et qui n'existent qu'un seul endroit. Ok. S'il y a un autre endroit sur Terre qui a des conditions similaires, on a des chances vraiment très fortes de trouver des organismes très similaires. Ça, on pourrait faire la manip. Si tu ouvres au milieu de Paris, tu ouvres un robinet d'eau très chaude et tu le laisses couler pendant des années, il va être colonisé par des hyperthermophiles. Ça mettra plus ou moins de temps, mais ils vont finir par arriver. Mm. Ok.
Et au final, sur le fait que ce soit la salinité et la température, finalement, c'est dans ces deux extrêmes-là que vous n'avez pas détecté d'archée. Est-ce qu'il y a une explication, je sais pas, physico-chimique sur... Bon, c'est plus que la température, c'est la combinaison pH hyperacide et forte salinité. C'est ça qui Ah, est, ok. oui, c'est acidité, salinité. Quand on a les deux, vraiment des très très fortes acidité, forte salinité, on trouve rien, il n'y a rien. Ok, On- alors est-ce que parce qu'il y a trop de sel et en fait, il n'y a aucune, entre guillemets, bactérie qui peut survivre là-dedans parce qu'elle n'a rien à manger? non, J'essaie de simplifier, c'est hein. pas les sels, parce que à des concentrations similaires en sel, mais à des pH moins acides, il y a beaucoup d'archées notamment qui se développent, ça, il n'y a pas de Mhm. problème. À des pH très acides, mais sans sel, on a aussi des archées qui peuvent se développer. C'est vraiment quand on combine acidité et salinité qu'on n'a pas de vie. Hmm. Après, on a discuté plus avec des biophysiciens un peu mais pour l'instant, on n'a pas une explication. On ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose qui empêche, ça ne peut pas marcher, on ne sait pas pourquoi. Je pense que probablement c'est quelque chose au niveau des membranes. Probablement les membranes, elles résistent pas À ces deux conditions. ces conditions, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais bon, Ok. il n'y a pas de micro-organismes capables de résister à ça. Je me permets de rajouter quelque chose, Laurent Boiteau. Mhm. En fait, il faut peut-être regarder aussi du côté de la chimie. On est peut-être dans des conditions dans lesquelles les macromolécules elles-mêmes ne sont pas stables et se décomposent. Si les protéines, en plus d'être dénaturées, sont découpées en acides aminés, ben, en fait, les structures comme des cellules n'arrivent pas à durer longtemps. Et Oui, donc, c'est ça, ta membrane n'est pas Oui, oui, stable et du coup, oui. ouais. c'est Donc, possible. Aussi, pas partout, ça, c'était assez variable, mais dans beaucoup de ces endroits, il y a beaucoup de sels très chaotropes. mm, Donc, il y a beaucoup de chlorure de fer, par exemple. Donc, ça rajoute aussi des problèmes chimiques pour les ouais. cellules. Elles ne peuvent On, pas. on Oui, est mais en peut-être gros, dans c'est des... une nouvelle propriété que acquiert le sel dans un pH acide qu'il n'a ouais. pas s'il n'est pas dans un pH. Enfin, Mais on n'a est peut-être pas. tout simplement dans des conditions où on hydrolyse les liaisons peptidiques et puis on fait plus que des acides aminés. Donc, si les protéines ne sont pas stables, les organismes vivants de la biosphère qu'on connaît ont du mal à y Oui, survivre. c'est peut-être tout simplement ça. C'est vrai Ouais. qu'on n'a pas fait la manip d'exposer des protéines à ces conditions. Ce Parce serait que assez facile à faire et on aurait une réponse. Peut-être ça on Peut-être, est ouais. en train de détruire l'ADN. On sait déjà que l'ADN, Mm. on le détruit, mais ça, on sait depuis longtemps que l'ADN il est sensible à l'acide, à la présence d'acide. Donc, une manière de nettoyer l'équipement quand on travaille avec de l'ADN, c'est en utilisant de l'acide, on détruit l'ADN. Mais pour les protéines, il faudrait qu'on fasse la manip, mais peut-être on est juste en train de hydrolyser les protéines et les réduire. On est en train oui, de les réduire en acide aminé. et ça va peut-être pas plus loin. En plus, c'est peut-être pas très difficile à analyser. Genre, il faut prendre un échantillon de protéines et puis Oui, après passer en spectrométrie de masse, par exemple, pour voir si, enfin, oui, ou oui. en Non, LCMS pour voir si on voit encore des gros fragments. Finalement, on a trouvé un milieu qui est très très biocide, qui pourrait être utilisé pour l'aseptisation oui, de pas mal de Mais choses. après, c'est pas que l'acidité, du coup, c'est aussi Non, la salinité. c'est oui, mélange C'est acidité, la combinaison des deux et c'est là où ça devient et, intéressant, ouais. et oui. le fait que c'est assez chaud quand même aussi. Mm. Non, Euh, pas forcément, hein, parce que à la sortie, l'eau, elle est très chaude, mais après, ça s'est refroidi. Nos manips, on les a fait à 30 degrés et Ah ça ouais, donc. détruit les cellules instantanément. D'accord. C'est Ouais, instantané. ouais. Il y a une question dans le chat de Chantal Abergel qui demande si une acidophile résiste-t-elle plus longtemps dans l'eau à Dalol. Ça va dans la Oui. discussion qu'on a. On n'a pas essayé, on a essayé juste avec des salophiles. C'était ça qu'on avait. On avait des archéalophiles et c'est ça qu'on a utilisé comme modèle. Mais oui, ce serait intéressant d'essayer avec un acidophile. Mais on l'a pas fait.
Ils peuvent pas tout faire non plus. Oui. Bien, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques, des préoccupations? Non? Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Merci encore, David, hein. C'était vraiment très intéressant, vraiment très clair, très bon séminaire. Bon, merci à vous Merci tous. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le Bonne monde. soirée.